En bref, aujourd'hui on va parler du Sierra Leone. Bon, ça serait super intéressant de lier ça avec l'histoire du Liberia, mais on a clairement pas le temps, du coup je garde ça pour plus tard. Au pire, tous les scripts que tu mets de côté, tu peux en faire un bouquin. Par exemple. Ça serait pas très Charlie ça. C'est bon, tu serais pas le premier à faire ça. Enfin bref, je me suis rematé le film Blood Diamond et je l'ai trouvé vachement bien. Du coup, je me suis dit que ça serait cool d'en faire une vidéo. Parce que c'est vachement bien. Ça parle de beaucoup trop de trucs et j'ai grave la flemme, du coup je vais laisser les deux autres clampins gérer ça pour moi. Du coup, je vous introduis comment? Avec du lubrifiant? Alors perso, je cautionne pas. Le Sierra Leone, bon à la base c'est une enclave britannique en Afrique créée uniquement pour installer les esclaves libres, parce que leurs ancêtres viennent d'Afrique, du coup c'est logique qu'ils veuillent y retourner. C'est le même bail avec le Liberia et les États-Unis, mais encore une fois on n'a pas le temps. Bref, on va parler du film vite teuf et on va voir ce qui se passe après. Blood Diamond est un long métrage sorti en 2006 et réalisé par Edward Zwick. Il débute en Sierra Leone sur Solomon et sa famille dans une scène de vie tout ce qu'il y a de plus adorable, ce qui me laisse penser que ce film va être très mignon à regarder. Mais très vite un groupe d'hommes du Front Révolutionnaire Uni, mais personnellement je vais les appeler les connards. Les connards, ouais c'est un bon nom, ça me donne un peu envie de les appeler comme ça aussi. Alors non, c'est pas vraiment des connards, enfin si, mais non. Concrètement, en 1991, le Front Révolutionnaire Uni émerge. C'est un groupe de rebelles qui est là pour prendre le contrôle de ce qui reste en fait. Le truc à la base, c'est que les gens sont pas super hypés par le gouvernement en place. Toutes les thunes faites par les exports de diamants, ils en voient jamais le bout. Du coup, ils sont pas super chauds pour les soutenir. Mais le FRU, il se finance avec des diamants. Mais bon, eux, ils disent qu'ils font ça pour rendre le pouvoir au peuple, tout ça. Et ça change tout. Oui, donc ils attaquent le village et tuent quasiment tout le monde. Donc c'est un peu moins mignon que ce que j'imagine. La famille de Solomon arrive à s'enfuir, mais il est capturé. Puis les connards... Non, je viens d'expliquer que c'est plus compliqué en fait. ...coupent les bras des hommes restants pour les empêcher de voter. Mignon. Attendez 2 minutes les gars là. Le mec sur lui il a un objet vachement sympa, c'est la montre Rolex Super Président à son poignet. C'est un modèle en or 18 carats, ça se vend aux alentours de 20 000 € sur eBay, c'est la montre du pauvre, tu sais. Eh, ça a dû lui coûter un bras. Un bras. Voilà. Non, mais on va enchaîner peut-être. Je peux? Ouais. En fait, ça a dû lui coûter le bras de quelqu'un d'autre, vu qu'il coupe ceux des gens. Putain, je suis à 2 doigts de me barrer de cette vidéo là. Mais par chance, Solomon va pouvoir garder ses 2 bras puisqu'on l'envoie travailler dans une mine de diamants. Youhou! Une mine de diamants où les gens sont tellement affamés qu'ils mangent n'importe quoi, même des diamants. Ambiance. En parlant de diamants, il y en a plein en Sierra Leone. Et facilement accessible en plus. Bon, les occidentaux mettent pas super longtemps à s'en rendre compte. Dès 1935, la compagnie diamantaire De Beers obtient le monopole sur l'exploitation. Et ce pour les 99 années à venir. Bon, monopole, il y a quand même un commerce parallèle et légal qui s'installe, mais quand même. Ok, le complotiste, t'es en train de nous dire que les États feraient du business parallèle dans le dos des gens au risque de mettre la vie du peuple en péril? Ouais. Ok. Dès les années 1950, le gouvernement n'a plus aucun contrôle sur les exploitations de diamants. Et il laisse les compagnies privées tout gérer. Même leur propre sécurité. Sauf à Kono, qui est une grosse exploitation de diamants, et à Freetown, la capitale, qui est aussi un port d'export. Ça force les trafiquants à passer par le Liberia pour exporter leurs affaires. Mais on n'a toujours pas le temps d'en parler. Concrètement, on a un bel exemple de la malédiction des ressources. On en parlera dans une autre vidéo, parce que ça aussi c'est intéressant. Oui, bonjour, je suis Dave de What the Cut, j'ai pas le temps de parler des trucs... En gros, le concept, c'est qu'une surabondance de certaines ressources naturelles peut finir par nuire à l'économie d'un pays. Pour plein de raisons. Déjà parce que c'est pas stable, il y a qu'à voir le cours du pétrole, et ça attire plein de gens qui n'ont pas forcément les mêmes intentions, et ça profite pas toujours au pays en question. Ici, le commerce de diamants finance pas mal la corruption du gouvernement, et je sais pas Jojo. Et pendant ce temps, il y a une discussion serious business entre les gars de l'ONU qui se disent que c'est pas bien ce qui se passe avec les diamants et tout, mais il y a du pognon en jeu quand même, donc... Alors en fait, les gens qui sont là sont les représentants de la société Van de Cap. Faut savoir que cette société existe réellement, mais sous le nom de Beers, et Blood Diamond va clairement dénoncer les agissements de cette société, mais sous un faux nom. Et ça ira à un point tel que le gérant de la société de Beers, Nicky Oppenheimer, se sentira obligé de réagir à la sortie du film. C'est con, il l'aurait fermé, le doute serait resté. Alors que maintenant qu'il l'a ouvert... Pour se faire un petit point de repère, le film est sorti en 2006 et se passe en 99. Il faut savoir que en 2000, De Beers, donc la société réelle, va revendre une grosse partie de ses actions dans les mines de diamants et passera d'un monopole mondial de 90%, ce qui est correct, à 40%, ce qui reste quand même honorable. Et encore au même moment, on fait connaissance avec Archer, que j'ai envie d'appeler connard, mais c'est déjà le surnom des autres, donc je vais l'appeler Archer, qui non seulement fait du trafic d'armes et de diamants, mais en plus, pour le faire, il prend un accent raciste. Toc toc dans la tête, tout gain pas payé moins avant. Et Archer semble avoir une telle éthique que sur un coup de bluff en mode poker, le mec dans le creux de la main, il se fait verser 120 carats de diamants tranquillement. Si on parlait du prix du diamant industriel, soit des diamants de merde, on pourrait estimer le prix du lot à 1500 €. Le souci c'est que là, vu la tronche du lot, on peut facilement multiplier le prix par 20. Du coup, c'est un peu la quinte royale du diamant. Le deal fonctionne, et Archer décide donc de faire passer au Liberia les diamants qu'il a récupérés. Alors, par contre, on a vraiment pas le temps de parler du Liberia, donc... Mais ne t'inquiète pas, voyons, il se fait arrêter.
Et de son côté, Solomon travaille dans la mine, trouve un énorme diamant et décide donc d'essayer de le cacher. Bon alors, le bout de gravier que Solomon vient de cacher entre ses orteils est en fait un diamant entre 100 et 150 carats, qui semble être d'une pureté parfaite et qui en plus est rose. Et du coup, la couleur rose est la plus appréciée dans les diamants, ce qui en fait des pierres très rares, et les prix s'envolent littéralement. Littéralement, avec des ailes et tout. Le petit truc sympa, c'est que réellement, la même année, il y a un diamant tout à fait similaire qui a vu le jour, même couleur, même pureté, même dimension, et on a baptisé ce diamant le Pink Star. Je vous laisse deviner par qui le diamant a été extrait et par qui il a été commercialisé. Solomon se fait repérer mais est sauvé par un concours de circonstances, l'armée qui fait un assaut sur la mine. Il est donc emmené en prison où se trouve aussi Archer qui entend donc parler de cette histoire de diamant énorme. Archer sort de prison et retrouve un collègue avec qui il parle affaire. J'ai contacté notre ami à Londres. Si ce caillou est aussi balèze que je crois, il nous faut un vrai acheteur, d'accord? Londres ne veut plus avoir affaire à toi. Et on comprend par le terme ami et accessoirement le journal qu'il mentionne que Van de Cap est en fait l'ami en question et accessoirement le sponsor d'Archer. Et on en profite pour apprendre que ce bon vieux Archer cachait un diamant rose, parce que visiblement c'est une couleur qu'il apprécie, et qui en plus avoisine le carat dans une de ses prémolaires. Et une fois de plus, c'est important qu'il soit rose, parce que pour exemple, les diamants jaunes ou bruns, ils ont pas la super cote, et les prix tombent un peu du coup. Archer fait la rencontre de Maddie, une journaliste, et Solomon part à la recherche de sa famille. Sa famille qui se fait encore attaquer par les connards. Et coup de bol, aucun d'eux ne meurt, mais le fils est emmené par les connards. Pour devenir un enfant soldat, avec tout le lavage de cerveau qui va avec... Encore une super bonne nouvelle quoi. Archer et Solomon se retrouvent, tranquillou, hein, genre ah tiens ça te dit on fait affaire... Tu m'étonnes que le mec il a envie de faire affaire, tu penses bien que Archer il avait flairé l'enroule. Si on se réfère à l'histoire du Pink Star, le diamant initialement il faisait 130 carats, et après sa taille, la pierre a été vendue 83,2 millions de dollars dans une grande salle de vente. Le seul souci c'est que le gars qui a acheté le Pink Star, un certain Isaac Wolf, n'arrivera au final pas à le payer et devra le laisser à la salle de vente. C'est la loose. Mais qu'est-ce que c'est Ipac voilà donc? Encore une attaque du clan pas de bras pas de chocolat. Archer et Solomon s'en sortent, mais la ville est à feu et à sang. Et par à feu et à sang, je veux dire il y a du feu et du sang partout. C'est assez littéral comme expression. Il s'enfuit de la ville, retrouve Maddie, puis la famille de Solomon, qui est dans un camp de réfugiés en Guinée mais ne peut pas en sortir avant un quelconque cessez-le-feu. Et en parlant de cessez-le-feu, s'il y a bien un endroit où le feu il est pas cessé, c'est dans le dernier Call of... Boss, on a vraiment pas le temps pour ça en fait. Bref, pourquoi c'est la merde? En 1961, le Sierra Leone obtient son indépendance, et 3 ans plus tard, le Premier ministre meurt. Ah et là, c'est le sbeul total. On sait coup d'état sur coup d'état, plus les problèmes de corruption qu'on a évoqués un peu plus tôt. Les mecs arrivent pas trop à en faire un truc stable quoi. De Beers se retire du pays en 1984, parce que c'est vraiment n'importe quoi à gérer. Et à partir de là, le commerce du diamant se barre en sucette. Il reste plus que les trafiquants et ça s'écoule un peu n'importe comment, ce qui contribue pas forcément à la stabilité quasi inexistante du pays. Ouais, c'est vachement bien, Call of. Les 3 joyeux de riz, que j'ai presque envie d'appeler la compagnie du bonheur tellement leur voyage respire la joie, partent à la recherche de l'énorme diamant, subissent plusieurs attaques, rencontrent les cas majors... Les cas majeurs. Non mais c'est toi qui es censé expliquer ça en fait. Moi j'ai pas recherché ça. Donc, ils découvrent une école pour anciens enfants soldats, puis rejoignent une base militaire de l'ONU. Maddie prend l'avion pour retourner dans un lieu plus safe, et pendant ce temps, Solomon et Archer continuent leur chemin vers le diamant. Enfin ça, c'est ce qu'Archer pense, parce que Solomon il va vers son fils en fait, parce qu'il aimerait bien le retrouver. Tu sens qu'il y a comme une sorte de lien familial, quoi. Ça peut se comprendre, mais Archer ça le fout un peu en rogne quand même, parce qu'il veut que le diamant, oh là là. Parce que comme je l'ai dit juste avant, le diamant il vaut un paquet de pognon, et les employeurs d'Archer, bah, ils veulent du fric aussi. Et il faut savoir que réellement, De Beers ne travaille pas en ligne directe avec le client pour écouler ses diamants. Ils travaillent avec ce qu'on appelle des site holders. Ils sont au nombre de 88 et ce sont les seules sociétés habilitées à revendre les diamants de la société De Beers. De Beers accumule des pierres à plus savoir quoi en faire, et tous les X temps, ils appellent tous leurs site holders afin qu'ils puissent analyser certains lots et leur permettre de faire une offre de prix dessus. Les lots sont rapportés par le plus offrant et les site holders ont ensuite le loisir de faire ce qu'ils veulent avec les diamants. Finalement, Archer accepte quand même de suivre Solomon, qui retrouve son fils, mais c'est une légère déconvenue puisque le gamin le reconnaît pas. Je te connais pas, traître, ennemi, je te déteste. À ce moment-là, ça doit pas être la folie dans sa tête. Il est donc capturé par les connards, Allez vous faire foutre. qui lui disent, en somme, trouve le diamant ou ta famille va crever. Cordialement. Mais c'est alors qu'il y a encore un assaut, mais de la part du mentor d'Archer cette fois-ci, qui est aussi un connard en fait. Ok, là je suis d'accord. Solomon doit donc quand même chercher le diamant, sauf qu'à la place de ce monsieur, c'est ce monsieur qui pointe son arme sur son fils. Autant dire que la situation est totalement différente. Archer tue son mentor, du coup ça va, mais il se prend quand même une balle. Il y a une tirade de Solomon à son fils, que je vais pas vous raconter parce qu'elle est juste magnifique. Archer finit par mourir en donnant le diamant à Solomon, comme quoi c'est un type bien. Et finalement, une fois à Londres... Oh putain, il y a des bijoux! Et il vend la pierre à Van de Cap et retrouve sa famille accessoirement, mais ouais, il y a des bijoux. Du coup, ce qu'on peut retenir de ce film, c'est qu'il est... Qu'il est pas encore fini.
Il reste une partie en fait. Sérieusement, j'avais une conclusion nickel là. Et là, on voit une scène où le diamant est amené sur un chariot dans une salle des coffres hyper sécurisée. Le petit truc sympa, c'est que la vraie société, donc De Beers, possède également un bâtiment qui est hyper sécurisé, et dans ce bâtiment, Et ça, c'est la légende qui le dit, c'est pas moi. on trouve des stocks très conséquents de diamants. Et le petit truc sympa, c'est de savoir que si tous ces stocks étaient libérés d'un coup sur le marché, eh ben les prix du diamant s'effondreraient, littéralement. La quantité de diamants remis en vente sous forme de pierres taillées destinées à la bijouterie n'est en fait équivalente qu'à 10% de la masse globale extraite mondialement. Les 90 autres pourcents sont souvent destinés à l'industrie pour faire des têtes de foreuse, des lames de scie diamantées, et les 10% de pierres qui sont sélectionnées pour la haute bijouterie sont sélectionnées en fonction de leur pureté, de leur couleur et de ce genre de critères. Maddy sort un article sur toute cette affaire qui fait un sacré ramdam, comme on dit, et provoque discussion, notamment au Parlement, où est appelé un guest spécial... Solomon, putain, ça c'est de la censure sociale. Alors en fait, IRL, au même moment, sortira la charte Kimberley, ou ce qu'on appelle aussi le Kimberley Process, qui visera en fait à anéantir tous les business de diamants de guerre. Parce que oui, bon, c'est cool de laisser les gens ramasser des diamants dans les rivières, mais si après ils s'en servent pour s'acheter des calaches, ça le fait moins. Donc l'Europe, ayant plus ou moins mauvaise conscience, décide d'établir ce processus afin de limiter l'import des diamants en zone de guerre. Techniquement, c'est censé enrayer le principe de l'extraction illégale du diamant. Le problème, c'est qu'il existe des failles pour faire croire que ces diamants ont été trouvés dans d'autres pays, et on en a un exemple flagrant lorsque Archer tente de faire passer ces diamants sous la peau d'une chèvre. Et on imagine qu'il existe d'autres techniques un peu dans le même style, mais là, pour le coup, de la part de l'auteur, c'est vraiment très bien trouvé. En effet, le film est vraiment bien écrit, bien réalisé aussi, les acteurs sont top, il a failli y avoir 5 Oscars, blablabla. Sauf que la fin est vraiment pas au niveau en termes d'écriture. Elle a un côté très artificiel, genre oh bah le monde il est gentil en fait, alors que le reste du film faisait l'inverse, en montrant vraiment qu'il y a des connards partout. Et c'est exagéré par la réal, qui est bien mais qui manque franchement de subtilité par moment. Par exemple, à la toute fin du film, juste avant de rentrer dans le Parlement, Solomon lit l'article de Maddy dans lequel il y a une photo d'Archer. C'est pas un problème en soi, ça rappelle que le gars est mort, c'est bien, sauf que c'est filmé comme ça. Gros plan sur la photo, réaction de Solomon, re-gros plan sur la photo, re-réaction de Solomon. Comme si le réalisateur te disait « Eh, t'as vu, il est mort. C'est dommage, moi je l'aimais bien. Tu l'aimais bien toi ? Moi je l'aimais bien. C'est dommage quand même. Il était sympa. » Et malheureusement, ça amoindrit un peu le message du film, qui aurait été plus intéressant avec une fin moins convenue. Du coup, est-ce que c'est un film réaliste? Malheureusement, oui. Il traite plusieurs sujets sympas, comme l'endoctrinement des enfants soldats, la guerre civile, la peur quotidienne des habitants, les camps de réfugiés, l'implication des diamantaires, qui dans le film sont sud-africains, la corruption de l'armée, la corruption de tout le monde en fait. Les ressources naturelles ne sont pas toujours une source de richesse pour les pays qui les détiennent, ou du moins pas forcément pour les peuples qui y vivent, que ce soit le Sierra Leone, plus largement l'Afrique, ou dans le reste du monde, il n'y a qu'à voir le bordel que c'est que le pétrole. Ce sont souvent des compagnies étrangères qui viennent mettre leur nez dedans, tout en arrosant les gouvernements locaux pour pouvoir continuer à faire leur bise, sans se soucier de l'impact sur les gens qui vivent là. Et vu comme ça se passe dans le film, ce serait peut-être bien que quelqu'un leur mette un taquet à ces connards. Enfin bref, c'est déprimant. Mais des fois la vie aussi, c'est déprimant. Putain, en fait, au final, je comprends pas pourquoi les gens ils se font toujours chier à tuer des autres pour ces trucs-là. Bah, y a du pognon en jeu, donc forcément... C'est juste du carbone. Ouais, avec un peu de pression, un peu de chaleur, vite fait, quoi, tu vois. Genre, rien que ça, c'est juste du carbone. Ouais, juste du carbone et de la chaleur, de la pression. Regarde. Vas-y, tape les cendres de ta clope. Oh putain, fais chier, c'est des rubis. Putain, qui est con?